Chapitre 8. Proposer la tentation. Faites franchir un pas de plus à votre victime en lui proposant un aperçu des plaisirs qui l'attendent. De même que le serpent a tenté Ève en lui promettant des connaissances interdites, vous devez éveiller chez votre cible des désirs qu'elle soit incapable de maîtriser. Découvrez son point faible, le rêve qu'elle n'a pas réalisé, et laissez-lui entendre que vous pouvez l'y conduire. L'important, c'est de rester dans le vague. Suscitez une curiosité plus forte que les doutes et les angoisses qui l'accompagnent, et elle vous emboîtera le pas. Le supplice de Tantale. Dans les années 1880, un aristocrate du nom de Don Juan de Todelas se promenait dans un parc de Madrid quand il aperçut une femme d'une vingtaine d'années descendant de voiture avec un enfant de 2 ans et sa nurse. La jeune femme était élégante, mais Don Juan fut surtout frappé par sa ressemblance avec une autre, rencontrée 3 ans plus tôt. Ce ne pouvait être la même. La première, du nom de Cristeta Moreruela, se produisait sur scène dans un théâtre de seconde zone. Elle était orpheline et très pauvre. Impossible qu'elle se soit transformée à ce point. Don Juan s'approcha. Ce ravissant visage était bien celui de Cristeta. Puis il entendit sa voix, et il fut si choqué qu'il dut s'asseoir sur un banc. C'était bel et bien la même femme. Don Juan était un incorrigible séducteur dont les innombrables conquêtes venaient de tous les horizons. Il se souvenait parfaitement de sa liaison avec Cristeta. Celle-ci était à l'époque toute jeunette, la jeune fille la plus charmante qu'il ait jamais rencontrée. L'ayant vue sur les planches, il lui avait fait une cour assidue et l'avait convaincu de l'accompagner aux eaux. Ils avaient beau faire chambre à part, rien n'arrêtait Don Juan. Il avait invoqué des difficultés dans ses affaires pour gagner la sympathie de la jeune fille et, dans un moment de tendresse, avait profité de sa faiblesse. Quelques jours plus tard, il l'abandonnait sous le prétexte de quelque affaire requérant sa présence ailleurs. Il n'avait pas l'intention de la revoir. Comme il se sentait vaguement coupable, chose qui lui arrivait rarement, il lui envoya 5000 pesetas, promettant d'éventuellement la rejoindre. Au lieu de quoi, il fila à Paris. Il était en fait revenu à Madrid depuis peu. Tandis qu'il réfléchissait sur son banc en remuant ses souvenirs, une idée le perturba. Et l'enfant, pouvait-il être de lui? Si ce n'était pas le cas, c'est qu'elle s'était mariée presque tout de suite après leur liaison. Mais cela semblait peu vraisemblable. Or, elle était manifestement riche à présent. Qui diable avait-elle épousé? Cet homme connaissait-il son passé? Don Juan était partagé entre une grande confusion mentale et un désir intense. Elle était si jeune et si belle. Pourquoi l'avait-il quittée si facilement? Et il se dit que même marié, il devait la reconquérir. Chaque jour, il revint au parc. Il l'entrevit 2 ou 3 fois. Leurs regards se croisèrent, mais elle feignit de ne pas le remarquer. Il suivit la nurse au cours d'une promenade, la rattrapa et entra en conversation avec elle. Il l'interrogea sur le mari de sa maîtresse. La servante lui dit qu'il s'agissait du seigneur Martinez, absent pour un long voyage d'affaires. Elle lui révéla également où vivait désormais Cristeta. Don Juan lui remit un billet à transmettre à sa maîtresse. Puis il fit un détour pour aller jeter un coup d'œil à l'adresse qu'elle lui avait donnée. Ce n'était rien moins qu'un palais. Ses pires soupçons se confirmaient. Elle s'était mariée pour l'argent. Cristeta refusa de le voir. Il s'obstina, envoya d'autres billets. Elle finit par accepter, pour éviter un esclandre, mais dans le parc, et une fois seulement. Don Juan prépara soigneusement l'entrevue. Pour la séduire à nouveau, il fallait procéder avec doigté. Cependant, quand il la vit arriver avec sa somptueuse toilette, l'aristocrate fut submergé par ses émotions et sa concupiscence. Il fallait qu'elle lui appartienne, lui déclara-t-il, à lui et plus jamais à un autre. Cristeta se fâcha. Manifestement, les circonstances présentes l'empêchaient de le revoir ne fût-ce qu'une fois. Pourtant, malgré la froideur de la jeune femme, Don Juan la sentit en grand émoi. Il la supplia, elle le quitta sans rien promettre.
Il envoya de nouvelles lettres et se tourmenta pour réunir toutes les pièces du puzzle. Qui était ce seigneur Martinez? Pourquoi avait-il épousé une simple figurante? Comment pouvait-il arracher la jeune femme à son mari? Finalement, Cristetta accepta un autre rendez-vous, au théâtre cette fois, où nul scandale n'était à craindre. Ils prirent une loge pour pouvoir causer. Elle lui certifia que l'enfant n'était pas de lui. Elle l'accusa de ne la vouloir que parce qu'elle appartenait à un autre, parce qu'il ne pouvait la posséder. « Non !» rétorqua-t-il. « Il avait changé. Il était prêt à faire n'importe quoi pour la retrouver. » La jeune femme le déconcertait. Certains de ses regards n'étaient nullement hostiles. À un moment, elle sembla au bord des larmes et posa un bref instant, la tête sur son épaule, avant de se retirer en hâte, comme si elle avait commis une erreur. Elle jura que c'était la dernière fois qu'ils se voyaient et s'enfuit. Don Juan était dans tous ses états. Elle le manipulait. C'était une coquette. Il avait prétendu avoir changé, mais ce n'était pas si faux. Nulle femme ne l'avait jamais traité de la sorte. Il ne l'aurait pas toléré. Plusieurs nuits durant, Don Juan dormit mal. Il était obsédé par Cristetta. Dans ses cauchemars, il se voyait oxyre le seigneur Martinez et d'autres, et vieillir dans la solitude. Tout cela était insupportable. Il lui fallait quitter Madrid. Il envoya à Cristetta un mot d'adieu, et à sa stupéfaction, elle répondit. Il fallait qu'elle le voie. Elle avait quelque chose à lui dire. Désormais, Don Juan était trop faible pour résister. À la demande de la jeune femme, ils se retrouvèrent sur un pont la nuit. Cette fois-là, elle ne fit nul effort pour se maîtriser. Elle avoua à Don Juan qu'elle l'aimait toujours et qu'elle était prête à s'enfuir avec lui. Pour cela, il fallait qu'il se présente chez elle le lendemain en plein jour et l'enlève au vu et au su de tous. Fou de joie, Don Juan accepta. Le lendemain, il se présenta au palais à l'heure dite et demanda la señora Martinez. La portière lui répondit qu'il n'y avait personne de ce nom-là. Don Juan insista. Il cherchait Cristetta. « Ah, Cristetta !» s'exclama la domestique. « Elle vit dans l'arrière-cour avec les autres locataires. » Égaré, Don Juan fit le tour de l'immeuble et aperçut l'enfant qui jouait dans la rue, fort mal vêtu. « Non, songea-t-il, ce doit être un autre. » Il frappa à la porte de Cristetta. Ce ne fut pas la nurse qui vint ouvrir, mais Cristetta en personne. Il entra. Dans la pièce misérable, il reconnut sur un cintre les magnifiques vêtements de la jeune femme du parc. Alors Don Juan s'assit, terrassé, et écouta son histoire. En vérité, elle n'était ni mariée, ni mère. Quelques mois après avoir été abandonnée, elle avait compris qu'elle avait été la victime d'un séducteur de grande expérience. Elle aimait toujours Don Juan, mais elle était bien décidée à retourner la situation. Quand elle avait appris par un ami commun son retour à Madrid, elle avait pris les 5000 pesetas qu'il lui avait envoyés et s'était acheté une belle toilette. Elle avait emprunté l'enfant d'une voisine, demandé à une cousine de celle-ci de tenir le rôle de la nurse et loué une luxueuse voiture. Tout cela pour insinuer dans l'esprit de l'aristocrate qu'elle était devenue riche. Elle n'avait même pas eu besoin de mentir. Jamais elle n'avait mentionné qu'elle était mariée, ni que l'enfant était le sien. Elle savait que l'impossibilité de la posséder amènerait Don Juan à la désirer plus que jamais. C'était la seule manière de séduire un homme tel que lui. Bouleversée par le mal qu'elle s'était donné et les émotions qu'elle avait si adroitement suscitées en lui, Don Juan pardonna à Cristetta et lui proposa le mariage. À sa grande surprise, et peut-être à son grand soulagement, elle refusa courtoisement. Dès l'instant où il se marierait, prédit-elle, il poserait le regard sur d'autres femmes. Ce n'était que dans l'état actuel de leur relation qu'elle pouvait en garder la maîtrise. Don Juan n'avait pas le choix. Il accepta. Interprétation. Cristetta et Don Juan sont les personnages du roman Douce et savoureuse,
1891, de l'écrivain espagnol Jacinto Octavio Picón. Dans l'œuvre de Picón, le thème principal, qu'il avait savamment étudié et qu'il connaissait parfaitement, était celui de la séduction d'une femme par un homme. Abandonné par Don Juan, Cristeta réfléchit sur la personnalité de son prédateur et décide de faire d'une pierre deux coups, se venger de lui et le récupérer. Comment piéger un oiseau pareil? Car dès lors qu'il a picoré un fruit, il s'en désintéresse. Les proies faciles et celles qui lui sont déjà tombées dans les bras n'ont plus aucun intérêt pour lui. Comment faire pour que Don Juan désire Cristeta de nouveau, qu'il lui fasse la cour? Il fallait lui faire comprendre qu'elle n'était plus libre, qu'elle était devenue un fruit défendu. Car là était son point faible. C'est pourquoi il ne s'attaquait qu'à des vierges et à des femmes mariées, celles, en somme, qu'il lui était défendu d'approcher. C'est quelqu'un, conclut-elle, pour qui l'herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin. Il fallait donc qu'elle se fasse distante, inaccessible objet de désir, et qu'elle lui fasse subir le supplice de Tantale, en suscitant des émotions qu'il soit incapable de maîtriser. Il savait combien elle lui avait naguère paru charmante et désirable. La perspective de la posséder de rechef, avec tous les plaisirs que cela comportait, était irrésistible. Il mordit à l'hameçon. La tentation est un processus à deux temps. Soyez d'abord coquette et aguicheuse. Vous éveillez le désir de plaisir promis, de distraction de la routine quotidienne. En même temps, vous faites croire à vos proies qu'elles ne sauraient vous posséder, pour le moment au moins. Vous interposez une barrière. Vous créez un manque. En d'autres temps, ce genre de barrière était facile à ériger compte tenu des préjugés sociaux en place, classe sociale, race, mariage, religion, etc. De nos jours, les barrières sont de nature psychologique. Votre cœur est pris. La proie ne vous intéresse pas vraiment. Un secret vous bloque. Le moment est inopportun. Vous ne méritez pas votre cible ou vice-versa, etc. A contrario, vous pouvez jeter votre dévolu sur une personne que sa situation rend inaccessible. Elle est prise, et elle n'est pas censée vous désirer. Ces barrières modernes sont plus subtiles que les vieilles barrières sociales et religieuses, mais ce sont quand même des obstacles, et la psychologie humaine n'a pas changé. On ressent une excitation perverse devant ce qu'on ne peut ni ne doit avoir. Créez un dilemme. L'intérêt et l'excitation sont bel et bien là, mais vous n'êtes pas disponible. Et l'autre se penchera tel Tantale pour boire l'eau de cette étrange fontaine. Comme Cristeta vis-à-vis de Don Juan, plus vous conduirez votre cible à vous courir après, plus elle se convaincra que c'est elle le prédateur. Votre séduction sera ainsi parfaitement maquillée. Le seul moyen de faire cesser la tentation, c'est d'y succomber. Sacha Guitry. Les clés de la séduction. La plupart des gens s'efforcent de rester en équilibre et en sécurité. S'ils papillonnaient continuellement à la poursuite de chaque nouvelle personne ou fantasme qui passe, ils ne survivraient pas aux épreuves quotidiennes. En général, ils réussissent, mais ce n'est pas facile. Le monde est plein de tentations. Ils voient partout autour d'eux des gens qui possèdent plus qu'eux, qui vivent des aventures extraordinaires, qui acquièrent richesse et, croient-ils, bonheur. La sécurité à laquelle ils aspirent et dont ils estiment jouir est en réalité une illusion. Elle cache une tension constante. En tant que séducteur, ne vous laissez pas abuser sur la façon dont les gens voient la réalité. Ils s'exténuent à maintenir l'ordre dans leur vie alors qu'ils sont dévorés de doutes et de regrets. C'est dur de rester vertueux et probe, de refouler sans cesse ses désirs les plus puissants. Dès lors qu'on a compris cela, la séduction devient plus facile. Ce dont les gens ont besoin, ce n'est pas de tentation. Ils la rencontrent tous les jours. Ce dont ils ont envie, c'est de céder à la tentation, de s'y abandonner. C'est la seule façon de se débarrasser des tensions qui leur empoisonnent la vie.
Il est beaucoup plus coûteux en énergie de résister à la tentation que d'y céder. Il vous appartient donc de susciter des tentations plus irrésistibles que celles de la vie quotidienne, de proposer à vos victimes des tentations sur mesure, calculées en fonction de leurs faiblesses spécifiques. À chacun son tendon d'Achille. Visez juste. Débusquez ici une angoisse primale, là un vide béant, et vous aurez barre sur la personne. Les principaux points faibles sont l'avidité, la vanité, l'ennui, tel ou tel désir refoulé et l'attrait du fruit défendu. Chacun émet des signaux inconscients fournissant des indices sur son péché mignon, son style vestimentaire, un commentaire anodin, son passé, surtout son passé sentimental, fourmi d'indications. Offrez-lui une tentation énorme, faite sur mesure, et l'espoir de plaisir que vous susciterez l'emportera sur les hésitations et les angoisses. En 1621, le roi Philippe III d'Espagne voulait à tout prix s'allier avec l'Angleterre en donnant sa fille en mariage au fils du roi Jacques Ier d'Angleterre. L'Anglais semblait ouvert à cette éventualité, mais il différait sans cesse sa décision. L'ambassadeur d'Espagne auprès de la couronne d'Angleterre, qui s'appelait Gondomar, reçut pour mission de faire avancer le projet du roi d'Espagne. L'ambassadeur prit pour cible le favori du roi, le duc de Buckingham. Gondomar savait que le talon d'Achille du duc était sa vanité. Buckingham était à l'affût de la gloire, d'exploits qui ajoutent à sa renommée. Il s'ennuyait dans les tâches mineures qui lui étaient confiées et ne cessait de s'en plaindre. Gondomar commença par le flatter à profusion. Il était l'homme le plus intelligent du pays, lui serina-t-il. Quel dommage qu'il ne lui soit rien confié de grandiose. Puis il lui fit miroiter le rêve d'une grande aventure. Le duc était certes favorable à cette alliance par mariage entre les deux pays, n'est-ce pas? Or, les négociations traînaient en longueur et n'aboutissaient à rien. Pourquoi n'accompagnerait-il pas le fils du roi, son ami personnel le prince Charles, jusqu'en Espagne? Naturellement, il s'agirait d'une mission secrète, sans garde ni escorte, faute de quoi le gouvernement anglais ne donnerait jamais son approbation à ce voyage. Celui-ci n'en serait que plus périlleux et romantique. Une fois à Madrid, le prince pourrait se jeter aux pieds de la princesse Maria, lui déclarer son amour immortel et la ramener triomphalement en Angleterre. Une action d'éclat digne d'un chevalier au nom de l'amour. Le duc en retirerait tout le mérite et son nom resterait ainsi à jamais inscrit dans l'histoire. Buckingham se laissa convaincre et persuada le prince Charles de l'accompagner. Après maintes palabres, le roi Jacques Ier se laissa à son tour fléchir. L'équipée frisa le désastre, car il aurait fallu que Charles se fît catholique pour obtenir la main de Maria. Le mariage n'eut donc jamais lieu, mais Gondomar avait fait ce qu'il avait pu. Il n'avait pas cherché à soudoyer le duc avec davantage d'argent ou de pouvoir, il avait visé son côté infantile. Et un enfant est influençable. Il veut tout de suite, et songe rarement aux conséquences. Il y a chez chacun un enfant qui sommeille, un plaisir qui lui a été refusé, un désir qu'il a refoulé. Touchez ce point faible, faites miroiter à votre victime un joli jouet, aventure, argent, amusement, et elle jettera aux orties toute raison. On reconnaît cette faiblesse dans le comportement quotidien de la personne. Une propension minime aux enfantillages représente la pointe de l'iceberg. En 1796, Napoléon Bonaparte fut nommé général en chef de l'armée d'Italie et chargé d'écraser les forces autrichiennes qui avaient envahi le nord du pays. Les obstacles étaient immenses. Napoléon n'avait que 26 ans, les généraux qui lui étaient subordonnés jalousaient sa position et doutaient de ses compétences. Quant aux grognards, fatigués, mal nourris et mal payés, ils grondaient. Comment motiver cette masse pour la lancer contre une armée autrichienne aguerrie? Avant de franchir les Alpes, Napoléon adressa à ses troupes un discours qui allait tout changer dans sa carrière et dans sa vie.
Soldats, vous êtes nus, mal nourris. Le gouvernement vous doit beaucoup, il ne peut rien vous donner. Votre patience, le courage que vous montrez au milieu de ces roches sont admirables, mais ils ne vous procurent aucune gloire. Aucun éclat ne rejaillit sur vous. Je veux vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde. De riches provinces, de grandes villes seront en votre pouvoir. Vous y trouverez honneur, gloire et richesse. Soldats d'Italie, manqueriez-vous de courage ou de constance? Son allocution produisit un effet considérable. Quelques jours plus tard, ces mêmes soldats, après une rude traversée des montagnes, contemplaient à leurs pieds la vallée piémontaise. Les mots de Napoléon résonnaient encore à leurs oreilles, et cette armée en guenilles se mua en machine de guerre qui chassa les Autrichiens de toute l'Italie. La tentation offerte par Napoléon était double. Derrière vous, laissez votre sinistre passé. À vous s'offre un avenir de richesse et de gloire si vous me suivez. La stratégie de la tentation doit montrer de façon éclatante que la victime n'a rien à perdre et tout à gagner. Le présent n'offre guère d'espoir, l'avenir peut se révéler plein de plaisir et de passion. N'oubliez pas de rester vague quant aux espoirs futurs, encore hors de portée. Si vous vous montrez trop précis, vous décevrez. Si vous promettez des récompenses trop proches, les intéressés ne réussiront pas à différer leur satisfaction assez longtemps pour que vous obteniez ce que vous vouliez. La tentation s'entoure de barrières et d'interdits pour empêcher les gens de s'y abandonner trop facilement, trop superficiellement. Ce que vous voulez, c'est que votre victime lutte, résiste, transpire. Il est certain que la reine Victoria d'Angleterre était amoureuse de son premier ministre Benjamin Disraeli, mais elle se heurtait à de formidables barrières. La religion, il était juif. La classe, elle était reine. Et les valeurs admises, elle était un parangon de vertu et lui un dandy notoire. Cette idylle resta platonique, pourtant ils se virent tous les jours dans une atmosphère d'une exquise ambiguïté. Les convenances qui inhibaient ces personnages du passé ont aujourd'hui disparu. Il faut donc en inventer de nouvelles pour mettre un peu de piment dans le processus de séduction. Tous les tabous sont source de tension. De nos jours, ils ne sont plus religieux, mais psychologiques. Cherchez à dépister le refoulement, tel désir secret qui fait réagir votre victime quand vous posez le doigt dessus. Sa tentation n'en est que plus aiguë. Renseignez-vous sur son passé. Le secret est dans tout ce qu'elle craint et fuit. Ce peut être la lancinante nostalgie d'un père ou d'une mère perdue, ou encore des pulsions homosexuelles latentes. Peut-être pourrez-vous satisfaire ce désir en accentuant votre côté masculin si vous êtes une femme, et vice-versa. Pour d'autres, il faudra jouer les Lolitas ou les Papagâteaux. Une personne qui leur manque, qui sollicite le côté obscur de leur personnalité. Gardez ce lien flou. Il faut qu'ils s'accrochent à un mirage fugitif, comme venu de leur propre subconscient. En 1769, Casanova rencontra à Londres une certaine mademoiselle Charpillon. Elle était beaucoup plus jeune que lui et la plus belle femme qu'il eût jamais vue, mais elle avait la réputation de détruire les hommes. Lors de leur première rencontre, elle lui déclara sans ambages qu'il allait tomber amoureux d'elle et qu'elle causerait sa perte. Contre toute attente, Casanova se mit à lui faire une cour pressante. À chaque nouvelle rencontre, elle lui laissait entendre qu'elle lui céderait un jour, la prochaine fois peut-être, s'il était gentil. Elle l'embrasait de curiosité. Quel plaisir elle allait trouver dans cette liaison. Il serait le premier à la mater. Il écrivit plus tard « Le venin du désir imbiba toute ma personne, au point que, si elle avait voulu, elle m'aurait dépouillé de tout ce que je possédais. Pour un baiser, je me serais fait mendiant. » Effectivement, cette relation causa la ruine de Casanova et l'humilia.
Mademoiselle Charpillon avait compris du premier coup d'œil que la faiblesse ultime de Casanova était son besoin de conquérir, de surmonter des défis, de goûter ce à quoi nul autre homme n'avait goûté. Cela cachait une sorte de masochisme qui transformait en plaisir la douleur infligée par une femme. En se montrant insupportable et inaccessible, en le provoquant sans rien lui accorder, elle lui offrit la tentation suprême. Essayez de donner à votre victime le sentiment que vous constituez un défi, un trophée qu'il faut mériter. Cela marche souvent. En vous possédant, elle aura ce que personne n'a jamais eu. Elle risque même de rencontrer la douleur, mais la douleur n'est pas loin du plaisir et offre des tentations en soi. On lit dans l'Ancien Testament que David se leva de sa couche et alla se promener sur la terrasse du palais. Et de là, il vit une femme se baigner, et cette femme était très belle. Elle s'appelait Bethsabée. David l'aurait convoquée, séduite, puis se serait débarrassé de son mari, Uri, pendant une bataille. Or, ce fut bel et bien Bethsabée qui séduisit David. Elle se baignait sur sa terrasse à une heure où elle savait qu'il la verrait de chez lui. Après l'avoir tenté, car elle savait qu'il avait un faible pour les femmes, elle joua à la coquette et le contraignit à lui courir après. Cette stratégie est opportuniste. Elle consiste à donner à un faible la chance d'obtenir ce qu'il convoite en se plaçant sur son chemin comme par hasard. Pour réussir, il faut arriver au bon moment. En croisant le chemin du faible à l'instant opportun, on lui donne l'occasion de s'abandonner. Bethsabée se servit de sa nudité comme appât, mais il est souvent plus efficace de ne dévoiler qu'une partie de son corps et laisser l'imagination faire le reste. Madame Récamier laissait les gens admirer son corps à travers la mousseline de ses robes, mais c'était une vision fugace. La danse finie, elle se couvrait de nouveau, et les hommes présents à la soirée n'avaient plus qu'à rêver de ce qu'ils avaient entrevu. L'impératrice Joséphine, elle, veillait à cacher ses beaux bras en public. En accordant à la cible qu'une faible part de soi, on crée dans son imagination une tentation constante qui ne la lâchera plus. Symbole. La pomme du jardin d'Éden. Le fruit est tentant, mais on n'est pas censé y toucher, c'est défendu. Son existence obsède jour et nuit. On le voit, mais on ne peut la voir. La seule façon de se débarrasser de cette tentation, c'est d'y céder et de croquer le fruit. A contrario. Le contraire de la tentation, c'est la sécurité ou la satisfaction. Toutes les deux sont fatales à la séduction. Il est impossible de tenter quelqu'un sans le sortir du confort de ses habitudes. Et si vous satisfaites le désir que vous avez suscité, la séduction est terminée. La tentation ne supporte pas de contraire. Certaines étapes peuvent être abrégées, mais nulle séduction n'aboutit sans une forme ou une autre de tentation. Il est donc important de tout prévoir avec soin, en visant les côtés faibles ou infantiles particuliers à chaque cible.